Donc, vous m'entendez là? Faites-moi vos remarques par écrit, s'il vous plaît. Donc, on entame le chapitre de l'hypophyse. Donc, l'hypophyse, on avait entamé un petit peu hier. Pardon. Donc, l'hypophyse, c'est une glande située au centre du cerveau au niveau de la selle turcique, logée dans la selle turcique, en regard du chiasma optique, donc des sinus caverneux. Elle est départagée anatomiquement et histologiquement en deux zones, la post-hypophyse et l'anté-hypophyse. Elle est reliée par la tige pituitaire à l'hypothalamus. Vous savez que l'hypothalamus n'est pas un organe à part, c'est un ensemble de neurones. Donc, dans les axones, se prolonge pour former ce qu'on appelle la tige pituitaire pour faire parvenir le signal hormonal à l'anté-hypophyse et la post-hypophyse, pardon. La post-hypophyse est un réservoir où va être déversée l'hormone antidiurétique et l'ocytocine. L'anté-hypophyse, elle est constituée de différents types cellulaires, 5 types cellulaires, qui vont être responsables de la sécrétion sous stimulation hypothalamique de différentes hormones. Donc, on a les cellules corticotropes qui sécrètent la CTH, qui va stimuler la corticosurrénale pour sécréter le cortisol et parallèlement les androgènes surrénaliens. On a les cellules thyréotropes qui vont sécréter la TSH qui stimule la thyroïde pour sécréter l'FT3 et FT4 responsable du métabolisme de base. On a les cellules gonadotropes sécrétant la FSH et LH qui vont être responsables de la stimulation de la sécrétion endocrinienne des gonades, testostérone, œstradiol, progestérone, et de la fonction exocrine des gonades, sous l'action de la FSH pour la spermatogénèse et l'ovulation chez la femme. Et puis, on a les cellules somatotropes qui sécrètent la GH qui va aller au niveau des cellules périphériques, faire son effet via l'IGF-1 hépatique pour la croissance cellulaire. La prolactine sécrétée par les cellules gonadotropes, c'est la cellule lactotrope, elle a une action sur la glande mammaire pour développement des glandes mammaires et la sécrétion de lait, donc la période de lactation après un accouchement. Il faut savoir que la prolactine, c'est la seule hormone hypophysaire qui n'est pas stimulée par l'hypothalamus, mais plutôt inhibée. Donc, si on a un problème au niveau de l'hypothalamus ou bien au niveau de la tige pituitaire, donc un problème d'acheminement vers l'hypophyse, on va avoir une insuffisance, un déficit en hormones hypophysaires, à part une élévation du taux de prolactine, puisque là, le signal qui venait de l'hypothalamus via la tige pituitaire n'était pas un signal stimulant, mais un signal inhibiteur. Donc, l'exploration de l'antéhypophyse, on a toujours deux volets d'exploration, l'exploration fonctionnelle et l'exploration morphologique. D'accord? Il faut savoir qu'on n'évalue jamais la fonction hypophysaire pendant la grossesse, puisqu'on a des modifications physiologiques pendant la grossesse qui peuvent masquer la pathologie. On doit toujours commencer par l'exploration de l'axe corticotrope parce que c'est l'axe vital. La mise en évidence d'un déficit hormonal doit toujours faire rechercher les déficits d'autres hormones hypophysaires, et la mise en évidence d'un excès en hormones hypophysaires doit faire rechercher un excès ou un déficit des autres hormones hypophysaires. Donc, on ne se contente jamais du dosage d'une seule hormone hypophysaire en réponse bien à une symptomatologie clinique. On doit toujours faire ce qu'on appelle l'hypophysogramme de base, c'est-à-dire le dosage de toutes les hormones hypophysaires. Et assez souvent, le dosage statique n'est pas suffisant. On peut procéder à des tests de stimulation ou d'inhibition. Il faut savoir que les tests dynamiques sont toujours contre-indiqués au cours de la grossesse. Donc là, c'est l'image des différents axes. Donc, c'est les acquis de biochimie, de physiologie et de la sémiologie endocrinienne. D'accord? On ne va pas revenir là-dessus.
L'axe corticotrope, on l'a vu et on l'a revu, donc on va apprécier la fonction hypophysaire en dosant d'abord le cortisol. On est orienté par des signes cliniques, donc on va suspecter un excès ou un déficit en cortisol. On dose le cortisol plasmatique, le cortisol salivaire, le cortisol urinaire ou bien le cycle du cortisol sanguin. Donc, et puis on va doser le taux d'ACTH si on suspecte un excès ou un défaut. Donc, l'ACTH est franchement élevé, l'origine est du défaut est hypophysaire, franchement basse, donc c'est toujours hypophysaire. Et puis, on a le dosage des androgènes surrénaliens. Je rappelle toujours que les androgènes surrénaliens sont stimulés par l'ACTH, d'accord? Les tests de stimulation sont utilisés quand on suspecte un déficit de sécrétion donc des hormones corticotropes, de l'axe corticotrope. Le test de stimulation, le gold standard, c'est l'hypoglycémie insulinique qui repose sur le fait que le cortisol étant une hormone de contre-régulation hyperglycémiante, on va provoquer une hypoglycémie pour voir. Donc, on provoque une hypoglycémie pour voir si la surrénale répond en sécrétant du cortisol. On a vu le protocole du test d'hypoglycémie insulinique, c'est 0,15 unités par kilo d'insuline rapide ou intraveineuse directe avec dosage de la cortisolémie ou bien toute autre hormone qu'on veut explorer chaque 30 minutes pendant 2 heures à 3 heures de temps et au moment de l'hypoglycémie provoquée par cette injection d'insuline. Et qu'on pouvait interpréter les résultats que si la glycémie descendait au-dessous de 0,40 g par litre. C'est le seuil pour lequel les hormones de contre-régulation vont être sécrétées. Donc, si la glycémie reste au-dessus de 0,40, l'organisme ne va pas répondre en sécrétant de la GH ou du cortisol. Le deuxième test, c'est le test à la métopyrone. Donc, la métopyrone est une substance, comme vu sur la diapo, qui inhibe la 11-bêta-hydroxylase, ce qui fait diminuer le taux de cortisol. Le signal par feedback positif ACTH doit s'élever pour sécréter du cortisol. Donc, on aura une élévation de la CTHU et des différents précurseurs du cortisol, notamment le composé S qui est le 11-désoxycortisol. Si le taux d'ACTH n'augmente pas après la prise de métopyrone, ça veut dire que c'est mon hypophyse qui est défectueuse. Si le taux augmente, ça veut dire que c'est mon hypothalamus qui est défectueux. D'accord? Le test à la CRH, c'est le même principe. La CRH stimulant l'hypophyse pour sécréter de la CTH. En injectant de la CRH, je vais voir si le taux d'ACTH s'élève. Ça veut dire que mon déficit était dû à une anomalie au niveau de l'hypothalamus. L'hypophyse, elle est saine, mais elle n'est pas stimulée. C'est pour ça qu'elle ne sécrète pas d'ACTH. Si le test à la CRH, après test à la CRH, la CTH reste normale, elle ne s'élève pas ou elle ne s'élève pas assez, ça veut dire que mon problème est au niveau de l'hypophyse. L'hypothalamus fonctionne, c'est l'hypophyse qui ne répond pas à la stimulation. Le test à la DDAVP, donc à la desmopressine, on en avait parlé, c'est un test qu'on pouvait utiliser pour le diagnostic des syndromes de Cushing ACTH dépendants, puisque l'hypophyse, les cellules corticotropes hypophysaires, présentent ce qu'on appelle le récepteur V3 qui peut reconnaître l'ADH et entraîner donc une sécrétion d'ACTH. Donc, se basant sur ce principe-là, on va donner de la DDAVP, donc du minéral, de la desmopressine, de l'ADH synthétique au patient. Si le taux d'ACTH s'élève après la prise de la desmopressine, ça veut dire que mon patient présente un adénome hypophysaire qui a été stimulé par donc la desmopressine qui s'est liée à ces récepteurs V3 qui sont surexprimés au cours des adénomes hypophysaires, d'où l'élévation de la CTH. Si la CTH ne s'élève pas, ça veut dire que mon ACTH est d'origine extra-hypophysaire puisque la desmopressine n'a pas eu donc d'effet important sur des cellules hypophysaires. Les tests de freinage, donc je ne vais pas reprendre. Le freinage minute pour dépister un hypercorticisme suspecté. Le freinage faible est un test de référence, c'est celui qui permet la confirmation ou l'infirmation du syndrome de Cushing. Le test de freinage fort est à visée étiologique pour départager quand on a un syndrome de Cushing avec un taux d'ACTH qui est normal ou bien un taux d'ACTH élevé avec une imagerie négative. On procède au test de freinage fort pour voir est-ce qu'il s'agit d'un ACTH dépendant ou pas. Et puis pour voir aussi s'il s'agit d'une ACTH d'origine hypophysaire ou d'origine extra-hypophysaire. Pour l'axe somatotrope, donc, il faut se rappeler que l'hormone de croissance
est une hormone qui est sécrétée de façon pulsatile, donc le dosage de l'AGH statique n'est jamais significatif à lui seul. On doit toujours coupler le dosage de l'AGH au dosage de l'IGF-1, la somatomidine C et l'IGF-1 qui sont les coenzymes donc de l'AGH, c'est-à-dire si on n'a pas assez d'IGF-1, l'AGH ne pourra pas faire son boulot. Les tests de stimulation reposent sur pratiquement le même principe de base que pour le cortisol. Donc, l'hypoglycémie insulinique, qui est le test le plus fréquemment utilisé. Donc, 0,1 à 0,15 unités d'insuline rapide en intraveineuse directe chaque heure avec dosage de la GH et de la glycémie chaque demi-heure et au moment de l'hypoglycémie. On doit avoir une hypoglycémie inférieure à 0,40 pour interpréter le résultat. Le test à la GnRH, c'est-à-dire c'est le précurseur hypothalamique qui est censé stimuler la sécrétion de l'AGH quand il est disponible par pompe, parce qu'on doit avoir une sécrétion pulsatile pour stimuler la sécrétion hypophysaire de l'AGH qui va être elle aussi pulsatile. On peut coupler l'AGH à l'arginine puisque c'est un acide aminé qui renforce donc la stimulation de l'hypophyse. Et on peut aussi procéder aux tests au glucagon-propanolol qui ont une action stimulatrice de la sécrétion de l'AGH. Les tests de freinage de l'AGH qu'on peut utiliser, c'est l'hyperglycémie provoquée par voie orale. L'AGH étant une hormone hyperglycémiante, sa sécrétion est freinée par l'hyperglycémie. Donc, en procédant à une hyperglycémie provoquée par voie orale, on est censé diminuer le taux de GH chez notre patient et on va confirmer le diagnostic d'une éventuelle acromégalie, c'est-à-dire d'un hypersomatotropisme, quand le nadir de la GH reste supérieur à 0,4 nanogrammes par millilitre. D'accord? Donc, en faisant une HGPO, on s'attend à ce que le taux de GH qui est élevé chez notre patient soit diminué. S'il n'est pas diminué après la HGPO, ça veut dire qu'il y a une sécrétion endogène inappropriée d'hormones de croissance. Donc, le test de freinage va être utilisé pour confirmer ou infirmer le diagnostic d'une acromégalie notamment. Et les tests de stimulation pour voir s'il y a un déficit en hormones de croissance. C'est utilisé surtout chez l'enfant pour voir les déficits en hormones de croissance avec retard de croissance staturopondérale. Pour l'axe thyréotrope, donc le dosage des hormones thyroïdiennes de la TSH suffit à lui seul. Hein. Les tests de stimulation au TRH et à la GnRH ne sont plus utilisés puisqu'ils sont très lourds. Donc, on doit hospitaliser les patients. Et puis, depuis l'avènement de l'imagerie, on n'a plus besoin de procéder aux tests de stimulation puisque l'imagerie permet de faire le diagnostic étiologique d'une insuffisance thyréotrope ou bien d'une hyperthyroïdie d'origine centrale. Donc, on apprécie le taux de FT3, FT4. Elles sont élevées, on s'attend à ce que la TSH soit freinée. Si la TSH est augmentée, ça veut dire qu'on a une hyperthyroïdie et d'origine centrale. En faisant l'imagerie, on tombe sur un adénome thyréotrope. Par exemple, si mon taux de T3, T4 est bas et que la TSH n'est pas élevée, ça veut dire que la thyroïde n'est pas stimulée, donc le problème est au niveau de l'hypophyse. En faisant l'imagerie, on peut faire le diagnostic d'une hypophysie auto-immune, d'une agénésie de l'hypophyse, hypoplasie de l'hypophyse, un adénome non sécrétant, etc. L'axe gonadotrope, donc la fonction gonadotrope, elle n'est pas constante dans le temps. Et puis, il n'y a aucune conséquence clinique délétère pour l'organisme en dehors de l'absence de montée laiteuse chez une femme qui doit allaiter. Donc, l'absence du taux de prolactine ne va pas avoir de conséquences cliniques très importantes. Donc, et le dosage de la prolactine à lui seul est suffisant pour faire le diagnostic d'une hyperprolactinémie ou d'un déficit en prolactine. Pour l'axe gonadotrope, donc, c'est le dosage des hormones, des stéroïdes sexuels périphériques et des gonadotrophines, la FSH-LH, testo, 17-bêta et progestérone. Et donc, on a un abaissement des stéroïdes sexuels, on dose la FSH-LH. Si elles sont normales ou basses, ça veut dire que mon problème est d'origine centrale et je vais faire une imagerie pour voir est-ce qu'il y a une anomalie au niveau de l'hypophyse, l'hypothalamus. Si le taux de stéroïdes sexuels est élevé et que mon taux de FSH-LH n'est pas freiné alors qu'il est censé l'être, donc je vais trouver un taux de FSH-LH élevé, ça veut dire que j'ai une surstimulation des gonades d'origine hypophysaire et c'est l'imagerie qui va donc faire la part des choses. L'exploration morphologique donc, de l'hypophyse, ça consiste en imagerie hypophysaire
et donc, vu les rapports anatomiques, à apprécier donc la fonction donc visuelle. Donc, un examen ophtalmologique à réaliser toujours pour juger l'expansion des tumeurs hypophysaires. Pour l'imagerie, donc les radios de la selle turcique simple, face de profil, vont mettre en évidence une augmentation de la taille de la selle turcique, la déminéralisation des parois de la selle, l'érosion, la déformation du contour de la selle, l'aspect en double fond qui sur la radio de profil qui est caractéristique, le bec acromégaloïde par exemple, la présence de calcification intra- ou supracellaire qui évoque un craniopharyngiome. La TDM, c'est l'examen de choix pour diagnostiquer les craniopharyngiomes qui sont des tumeurs hypothalamiques, bénignes, se développant à partir des vestiges embryonnaires de la poche de Radke. Elle va mettre en évidence donc des calcifications au regard de l'hypothalamus. L'IRM, c'est l'examen de choix le plus performant, anodin, aucune contre-indication pendant la grossesse, pour le diagnostic donc d'un adénome hypophysaire. Donc, et on va distinguer le microadénome et le macroadénome. Donc, le macroadénome, c'est un adénome dont la taille dépasse les 10 mm, entraînant un agrandissement de la selle turcique, se rehaussant après l'injection du produit de contraste. Il peut y avoir une expansion supracellaire vers le chiasma optique, le troisième ventricule et les citernes octochiasmatiques. On peut avoir une expansion infracellaire vers le sinus phénoïdal avec érosion du plancher. On peut avoir une expansion latérocellaire vers les sinus caverneux, ça peut entraîner des céphalées, des troubles de l'équilibre. Une expansion postérocellaire vers les citernes pontocérébelleuses avec un syndrome cérébelleux. D'accord? Tout ça va être objectivé à l'imagerie. Le microadénome, généralement, c'est un adénome dont la taille ne dépasse pas les 10 mm, 9 mm et moins. C'est une lésion qui est hypodense, qui ne prend pas le produit de contraste, augmentant le volume global de l'hypophyse. Ça peut entraîner une déviation de la tige pituitaire. On peut avoir un bombement convexe du bord supérieur de la selle turcique avec un amincissement du plancher cellaire en regard de l'adénome hypophysaire. D'accord? Tout ça, c'est des signes en faveur d'un microadénome hypophysaire. Les examens neuro-ophtalmologiques, vous retiendrez l'acuité visuelle et l'examen du fond d'œil à la recherche d'un adénome papillaire par hypertension intracrânienne par expansion vers les troisième ventricules et l'examen de la motilité oculaire pour rechercher la compression du sinus caverneux et surtout le champ visuel de Goldman qui va mettre l'anomalie la plus fréquemment retrouvée dans les adénomes hypophysaires qui est la myanopsie bitemporale. Pas de questions concernant l'exploration de l'hypophyse. On passe à l'insuffisance antéhypophysaire. Je fais juste une petite remarque. Je ne vais pas me focaliser sur le taux de participation. C'est des cours, vous avez le support pédagogique qui a été mis en ligne depuis le mois de mai, fin avril, début mai. Donc, vous avez les cours. On est pris par le temps. On est en train de vous condenser 8 modules sur une vingtaine de jours. Donc là, pour 40 minutes, on ne peut pas faire le cours comme d'habitude. Là, je ne vais pas faire défiler les diapos. Je viens pour répondre à vos questionnements que je n'ai pas reçus par mail, primo, et que je ne reçois même pas en début de la conversation, du partage. Donc, s'il vous plaît, insuffisance antéhypophysaire, préparez vos questions. Comme ça, je vois qu'est-ce qui cloche dans le cours et je vais me focaliser sur l'explication. Donc, l'insuffisance antéhypophysaire. Vous voyez les diapos là? Vous m'entendez? Répondez par écrit s'il vous plaît. On va procéder à l'insuffisance antéhypophysaire. Donc, l'insuffisance antéhypophysaire, ça va concerner les hormones antéhypophysaires. Très bien. Il faut savoir, donc je reprends toujours, en matière d'insuffisance antéhypophysaire, l'insuffisance antéhypophysaire peut intéresser un seul axe hypophysaire comme ça peut intéresser plusieurs ou la totalité des axes hypophysaires.
La plupart du temps, l'axe gonadotrope est touché le premier, suivi des axes somatotropes, thyriotropes, corticotropes et lactotropes, quand on a une hypophysite auto-immune ou autre. La découverte d'un déficit antihypophysaire d'un des axes doit toujours faire évaluer les autres axes hypophysaires et puis, bien sûr, rechercher l'étiologie. Est-ce qu'elle s'agit d'une anomalie hypophysaire ou hypothalamique et proposer un traitement substitutif. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Donc, c'est le schéma qui reprend toujours donc, les différents axes hypophysaires et hypothalamiques. La prolactine est la seule hormone inhibée par l'hypothalamus. Les signes d'un déficit corticotrope, puisqu'il est toujours le premier recherché vu, donc c'est un axe vital. On va trouver une asthénie qui s'accentue pendant la journée, le cortisol et l'hormone de stress et du tonus. On va avoir un amaigrissement, une hypotension artérielle qui commence par une hypotension artérielle orthostatique puis qui devient permanente. On peut avoir une dépigmentation des zones normalement pigmentées, d'accord, par baisse de la MSH-alpha et de la LPH qui ont une action mélanostimulante, puisque la sécrétion de la CTH se fait en parallèle de la alpha-MSH et de la LPH. L'hypoglycémie qui est rare, on a des tendances à l'hypoglycémie, c'est-à-dire c'est des glycémies qui sont basses, à 0,80, 0,75, etc. grammes par litre. Et on peut avoir une dépilation axillopubienne due à la diminution des androgènes surrénaliens qui ne sont plus sécrétés puisqu'il n'y a plus d'ACTH. Donc, signe clinique, asthénie, amaigrissement, hypotension artérielle, dépigmentation des zones normalement pigmentées, les aréoles mammaires, les organes génitaux externes, les cicatrices, etc., par défaut de sécrétion de alpha-MSH et de LPH qui sont sécrétés parallèlement à la CTH. D'accord? Pour le déficit gonadotrope, on va avoir un aspect particulier. Donc, chez la femme, déjà, on va avoir une aménorrhée secondaire froide ou bien primo-secondaire. Tout dépend du moment où le déficit gonadotrope s'est installé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'hypophyse, par exemple, est hypoplasique ou bien une angénésie, absence totale de l'hypophyse. La petite fille ne va jamais développer de puberté et donc on va avoir une aménorrhée primaire. Et sans modification corporelle, sans développement des caractères sexuels secondaires. Si l'anomalie au niveau de l'hypophyse survient au cours de la puberté peut s'étaler jusqu'à sur une 4-5 ans. Donc, la petite fille, elle amorce sa puberté, elle a ses règles, ses ménarches, elle a ses règles, quelques cycles, elle commence à développer les caractères sexuels secondaires, puis il y a une cassure. Elle présente une aménorrhée primo-secondaire, c'est-à-dire elle a eu 2-3 cycles et puis tout s'est arrêté avec un développement incomplet des caractères sexuels secondaires. C'est une cassure, interruption de la puberté. Si le déficit gonadotrope intervient chez une femme qui a donc en âge de procréer, qui a développé, donc complété sa puberté, je vais avoir une aménorrhée secondaire, donc elle a été bien réglée pendant une quinzaine d'années, puis une aménorrhée secondaire froide, c'est très important, donc sans bouffée de chaleur pour faire la différence avec l'aménorrhée secondaire avec bouffée de chaleur qui est due à la ménopause, donc qui est due à un problème gonadique et non hypophysaire. Et on peut avoir même une évolution des caractères sexuels secondaires, une involution mammaire, une atrophie vulvaire, avec frigidité, des douleurs donc au moment de l'acte sexuel et absence de retour de couche après donc un accouchement. Chez l'homme, je vais avoir donc, c'est toujours la même chose, pas de puberté, impubérisme chez un enfant, si le déficit gonadotrope survient pendant l'enfance avant la puberté. Je peux avoir un arrêt de la développement pubertaire si le déficit survient au cours de la puberté, comme je peux avoir donc des troubles de la libido avec impuissance sexuelle, une atrophie testiculaire, une raréfaction de la barbe avec dépilation axillopubienne, chez un homme qui a déjà terminé sa puberté. Il faut savoir que l'absence donc de l'œstradiol, des hormones, des stéroïdes sexuels, va avoir une conséquence sur la peau, donc ce qui va me donner un morphotype particulier. Donc un insuffisant gonadique va développer une peau fine qui est très finement ridée avec débillation axillopubienne et des cheveux très fins et soyeux. Donc, déjà cliniquement, je peux suspecter un déficit gonadotrope. D'accord? J'insiste sur le caractère froid de l'aménorrhée secondaire chez la femme. Pour le déficit thyriotrope, on va avoir donc des signes d'hypothyroïdie à l'exception de l'ixédème. D'accord? Donc,
des signes d'hypothyroïdie, donc pâleur, apathie, indifférence, lenteur à l'idéation de la parole, frilosité, chute des cheveux, dépilation de la queue du sourcil. Pas de myxœdème, pourquoi? Puisqu'on n'a pas de TSH, donc il n'y a pas une surstimulation de la production de collagène, d'où l'absence du myxœdème dans l'insuffisance thyriotrope centrale. Pour le déficit en prolactine, c'est l'absence de lactation en période post-partum. Sinon, on ne va pas avoir de conséquences cliniques, puisque le développement des glandes mammaires ne dépend pas uniquement, donc, ne dépend pas de la prolactine, mais plutôt donc des stéroïdes sexuels. Pour le déficit somatotrope, il faut savoir que le déficit en hormones de croissance va entraîner une diminution de la masse maigre, donc musculaire, avec augmentation de la masse grasse. C'est des patients qui vont perdre du poids avec le développement d'un petit ventre. Tendance à l'hypoglycémie. Les hypoglycémies deviennent avérées si le déficit en hormones de croissance est associé à un déficit corticotrope ou thyriotrope. Une diminution des résistances physiques à l'effort, donc on va avoir une asthénie qui est plus marquée à l'effort, et une tendance dépressive. Chez l'enfant, donc le tableau va être plus parlant. L'hormone de croissance chez l'adulte, elle n'a pas beaucoup d'importance, c'est-à-dire on a besoin d'un petit taux d'hormone de croissance pour éviter la diminution de la masse maigre, l'augmentation de la masse grasse et l'asthénie physique. Pardon pour l'interruption. Donc, chez l'enfant, l'hormone de croissance est très importante et un déficit en hormone de croissance va parler cliniquement en donnant un retard de croissance harmonieux avec une courbe de croissance ralentie, une vitesse de croissance ralentie et un retard de l'âge osseux. Qu'est-ce que ça veut dire un retard de croissance harmonieux? Ça veut dire qu'en voyant l'enfant, vous ne suspectez aucune anomalie. Si en connaissant son âge chronologique, vous allez, ah, il est trop petit, trop maigre pour son âge. C'est ça, donc un retard de croissance harmonieux, en opposé par exemple, en opposition à un retard de croissance dû à un déficit en hormones de croissance à une hypothyroïdie, on va avoir une prise de poids associée à un retard de croissance, donc on va avoir un retard de croissance disharmonieux. Les formes cliniques de l'insuffisance hypophysaire, donc on peut avoir un déficit concernant qu'un seul axe hypophysaire ou bien quelques axes hypophysaires. Classiquement, c'est l'axe gonadotrope qui est le premier touché. Comme on peut avoir ce qu'on appelle un point hypopituitarisme. Donc, pituitarisme, c'est par rapport à la glande pituitaire qui vient du nom latin de l'hypophyse. Hypo, c'est le déficit donc en hormones hypophysaires. Et point, ça veut dire que la majorité des axes hypophysaires sont atteints. Donc, on parle d'un pan hypopituitarisme quand on a une atteinte anté- et post-hypophysaire, c'est-à-dire qu'en plus des déficits hormonaux de l'antéhypophyse, on va développer un diabète insipide par anomalie déficit de la post-hypophyse. Chez l'enfant, donc, un déficit en hormones hypophysaires peut entraîner un retard de croissance staturopondérale par défaut de GH, un impupérisme par déficit gonadotrope. Les étiologies, ça peut être des anomalies congénitales ou acquises, donc tout traumatisme crânien, rupture de la tige pituitaire, compression de la tige pituitaire, maladie infiltrative, crânio-pharyngiome, donc l'hypothalamus n'est plus fonctionnel, ça peut entraîner un déficit en hormones hypophysaires. Les anomalies congénitales, c'est surtout les anomalies de la ligne médiane, donc c'est des anomalies dans la phytogénèse et l'embryogénèse qui vont faire qu'il y a un mauvais développement de l'axe hypothalamo-hypophysaire. La selle turcique vide, la génésie de l'hypophyse, le syndrome de Laron qui est une résistance périphérique à l'action de la GH. Sur le plan biologique, donc tout dépend du déficit hormonal. Pardon. Les signes indirects, donc on peut avoir une hyponatrémie qui est due à une association d'influence corticotrope et thyriotrope. La kaliémie est souvent normale. Tendance à l'hypoglycémie, l'hypoglycémie devient avérée s'il y a donc une association de déficit somatotrope et corticotrope, éventuellement thyriotrope. On peut avoir une tendance à l'anémie par insuffisance thyriotrope et somatotrope, et on peut avoir une hypercholestérolémie par insuffisance thyriotrope. D'accord? Donc, c'est les signes indirects de l'hypothyroïdie, du déficit en cortisol. Oui, c'est le nanisme pour celle qui vient de poser la question, le déficit somatotrope chez l'enfant de retard de croissance harmonieux et le nanisme. Oui. C'est-à-dire le nanisme, c'est un terme qui n'est pas très scientifique. Ça, on peut parler de nanisme harmonieux ou disharmonieux. D'accord?
Sur le plan biologique, le diagnostic de certitude donc, est posé par le dosage, la mise en évidence du déficit en hormones hypophysaires. Donc, pour l'axe gonadotrope, la femme, le stradiol, 17-bêta-ostradiol, la progestérone, pardon. Pour l'homme, la testostérone avec des gonadotrophies, testostérone basse avec gonadotrophie non élevée. Le test au GnRH apprécie les réserves hypophysaires et différencie l'atteinte hypophysaire hypothalamique en donnant de la GnRH qui est le stimulant hypothalamique de la sécrétion de la FSH-LH. On va le donner en pompe pour avoir des pulses. Si la FSH-LH n'augmente pas, ça veut dire que l'origine est hypophysaire. L'hypophyse est complètement détruite. Si ça augmente de façon minime, ça veut dire qu'il n'y a plus assez de réserve. D'accord? Mais si ça augmente, ça veut dire que l'hypophyse est saine, c'est l'hypothalamus qui n'est pas en train de stimuler l'hypophyse. Le déficit thyréotrope, hormone thyroïdienne basse avec une TSH qui est basse, non élevée. D'accord? Pour le déficit corticotrope, on l'a vu et on l'a revu. Donc, c'est un taux d'ACTH bas ou normal avec un taux de cortisol qui est bas, absence de réponse du cortisol au test de synactène ordinaire. Quand les surrénales ont été longtemps mises au repos après une corticothérapie prolongée, elles ne répondent pas. La certitude est apportée par les tests de stimulation de la sécrétion corticotrope qui sont le test à la métopyrone, le test à la CRH et l'hypoglycémie insulinique. Donc, l'hypoglycémie stimulant la production de CRH et de la CTH et du cortisol, c'est le test de référence. Si le taux de cortisol ne s'élève pas après une hypoglycémie insulinique, ça veut dire qu'on a un déficit corticotrope. Le test à la CRH, c'est pour apprécier le niveau d'atteinte hypothalamico-hypophysaire. Donc, CRH, ACTH augmente, c'est une atteinte hypothalamique. L'ACTH n'augmente pas après la CRH, c'est une atteinte hypophysaire. Le test à la métopyrone, le même principe. Donc, s'il y a un déficit en ACTH, le composé S ne s'élèvera pas. Et donc, et même l'ACTH ne s'élèvera pas après métopyrone quand il s'agit d'une anomalie hypophysaire. Si l'anomalie est hypothalamique, donc on va avoir plutôt une réponse de l'ACTH du composé S. Le déficit en prolactine, donc le dosage de la prolactinémie à lui seul suffit pour mettre en évidence un taux de prolactine qui est bas. Pour le déficit somatotrope, je viens de vous dire que la sécrétion de l'hormone somatotrope est une sécrétion pulsatile. Donc, on ne se contente jamais du dosage statique de la GH. On va procéder au test de stimulation, l'hypoglycémie insulinique, la perfusion de GnRH en bolus intraveineux, parfois couplé à l'arginine et l'ornithine, qui sont des acides aminés qui ont un effet synergique sur la stimulation de la sécrétion de la GH. Et on a le test au propranolol glucagon, qui ont une propriété, action synergique stimulatrice de la sécrétion de la GH. Donc, la stimulation est considérée comme suffisante si le pic de GH après le test atteint sous stimulation au moins 20 milliunités par litre. On va parler d'un déficit en hormones de croissance si le pic de la GH reste inférieur à 20 milliunités par litre et un déficit complet si le taux de GH reste toujours inférieur à 10 milliunités par litre. Pour les causes, donc, ça peut être une atteinte hypothalamique ou hypophysaire. Donc, les lésions hypothalamiques, le crânio-pharyngiome, tumeur, donc bénigne se développant à partir des vestiges embryonnaires de la poche de Rathke, donc dont le diagnostic étiologique est mis en évidence par la TDM qui va objectiver les calcifications en regard de l'hypothalamus. Les différentes tumeurs de la région centrale envahissant donc l'hypothalamus, les germinomes, les gliomes, on peut avoir des métastases cérébrales, donc siégeant au niveau de la région hypothalamique. On peut avoir des maladies de surcharge, sarcoïdose, histiocytose X, la tuberculose, et la radiothérapie hypothalamo-hypophysaire. Pour les lésions hypophysaires, donc la première cause d'incidence anti-hypophysaire, surtout chez la femme, c'est le syndrome de Sheehan. Donc le syndrome de Sheehan, c'est une triade, c'est-à-dire le diagnostic du syndrome de Sheehan est posé sur la présence de la triade un accouchement hémorragique avec ou bien une hémorragie du postpartum, associé à une absence de montée laiteuse et une absence de retour de couche. Donc, l'absence de retour de couche avec absence de montée laiteuse
Donc, une notion d'accouchement hémorragique ou d'hémorragie du postpartum nous fait penser à un syndrome de Sheehan. Le syndrome de Sheehan, c'est une nécrose de l'hypophyse chez la femme qui va survenir généralement au moment ou après l'accouchement. Et donc, elle va se traduire par un déficit gonadotrope qui se traduit par l'absence de retour de couche, donc une aménorrhée secondaire, un déficit lactotrope par l'absence de la montée laiteuse, et donc l'hémorragie postpartum qui est due, donc, qui va entraîner la nécrose de l'hypophyse qui était hypervascularisée pendant la grossesse. La deuxième cause des lésions hypophysaires entraînant une insuffisance santé hypophysaire, c'est l'hypophysite auto-immune. Donc, c'est très fréquent chez la femme. Généralement, c'est la TDM ou l'IRM qui va mettre en évidence le diagnostic, celle turcique vide ou bien partiellement vide, et le diagnostic de certitude ne pourra être apporté que par une biopsie, chose qui n'est pas évidente donc à demander aux patients. À noter l'association à d'autres pathologies auto-immunes. Si votre patiente est suivie pour un diabète type 1 avec vitiligo d'origine auto-immune, qu'elle développe des signes d'insuffisance anti-hypophysaire et que l'imagerie n'est pas très parlante, on peut se dire qu'il s'agit probablement d'une hypophysite auto-immune. Et c'est au fil de l'évolution pendant les années que l'imagerie va objectiver une cellule turcique vide ou partiellement vide. Toutes les tumeurs qui peuvent siéger au niveau de l'hypophyse peuvent entraîner une insuffisance antéhypophysaire, méningiome, gliome, kyste épidermoïde, arachnoïde, les abcès, les granulomatoses, les adénomes hypophysaires. Vous allez me dire comment un adénome hypophysaire va entraîner une insuffisance antéhypophysaire. Je vais vous dire que l'adénome hypophysaire, il peut s'agir d'un macroadénome non sécrétant ou sécrétant qui va comprimer le reste de l'antéhypophyse. Donc, je peux avoir un macroadénome, par exemple, sécrétant de la GH, mais ce macroadénome va comprimer donc les cellules lactotropes, les cellules gonadotropes. D'accord? Je peux avoir aussi une insuffisance antéhypophysaire suite à l'apoplexie d'un adénome hypophysaire. L'apoplexie étant la nécrose aiguë de l'adénome hypophysaire. Donc, quand cet adénome se nécrose, il peut y avoir une nécrose des restes de l'hypophyse entraînant des signes d'insuffisance hypophysaire. Le traitement de l'insuffisance antéhypophysaire, c'est un traitement substitutif, c'est-à-dire on doit substituer les déficits hormonaux. On ne pourra pas traiter c'est sûr qu'on va traiter la cause, mais s'il y a eu un envahissement de l'hypophyse, c'est foutu. S'il y a eu un adénome hypophysaire, en enlevant l'adénome, on peut reprendre une activité donc antéhypophysaire. Mais souvent, c'est un traitement substitutif. Donc, c'est un traitement substitutif des déficits hormonaux, plus le traitement étiologique, bien sûr. Et le premier principe à retenir dans le traitement substitutif hypophysaire, c'est un traitement à vie. L'activité, la fonction hypophysaire ne se régénère pas. Donc, une fois on développe un déficit hormonal hypophysaire, c'est pour la vie. L'axe corticotrope, donc le traitement de l'axe corticotrope consiste donc à substituer le cortisol chez le patient. Donc, on va utiliser des glucocorticoïdes et on va utiliser le glucocorticoïde qui a le moindre effet corticoïde, qui est l'hydrocortisone. Donc, ce sont des comprimés à 10 mg qu'on va donner à raison de 10 à 25 mg par mètre carré chez l'adulte et à raison de 8 par 20 mg par mètre carré chez l'enfant. Ça nous fait à peu près 30 mg, 25 à 30 mg par jour, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte. D'accord? Ce sont des comprimés à 10 mg. Donc, ils vont être prescrits chez notre patient. On est en déficit corticotrope, donc on va essayer de mimer un petit peu la sécrétion physiologique du cortisol qui était d'un pic à 8 heures du matin avec une baisse progressive pour avoisiner les 0 à minuit. Donc, notre patient va avoir beaucoup plus besoin de cortisol, d'hydrocortisone le matin que l'après-midi, ce qui fait qu'on va prescrire de l'hydrocortisone en comprimé. Les 2 tiers de la dose quotidienne vont être prises le matin à 8 heures et 1 tiers de la dose quotidienne va être prise vers les coups de 14 heures, 15 heures. L'hydrocortisone, c'est des comprimés qui ont une demi-vie de 8 heures de temps. Donc, le patient doit au pire prendre son deuxième comprimé après 8 heures de la prise du premier comprimé. Donc, en donnant 30 mg par jour d'hydrocortisone chez notre patient, on va lui prescrire de cette façon.
les 2 tiers de 30, c'est étant 20 mg. Donc, le patient va prendre 20 mg à 8 heures le matin et 10 mg à 14 heures ou à 15 heures. Donc, ça va nous faire 2 comprimés à 8 heures, un comprimé à 14 heures. D'accord? La surveillance, elle est clinique biologique. Donc, surveillance clinique, donc la disparition des signes de déficit en cortisol, la normalisation de la tension artérielle, le patient ne fait plus d'hypotension orthostatique. Donc, il reprend un peu de poids.